Coucou. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette fameuse vidéo tant redoutée sur mon parcours de vie et qui répondra à certaines de vos questions. Alors, quand je dis redouter, c'est pas le fait d'en parler. J'ai vu énormément de psy dans ma vie. Raconter ma vie, ça ne me dérange pas. Mais là, c'est de la raconter au monde entier, en quelque sorte. Parce que sur YouTube, n'importe qui du monde entier peut regarder mes vidéos. Donc j'ai fait juste un petit thème hein, pour essayer de pas oublier des choses. Oui, je viens de laver mes cheveux, ils sont trempés, c'est pas grave. Donc, on va commencer par mon enfance. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc, je suis née le 7 mai 1984 à Valenciennes, dans le nord de la France. J'ai eu une enfance heureuse, hein. Pas de souci. J'ai été élevée par ma mémé, la mère de mon père. Parce que ma mère n'était pas en état de faire correctement les choses. Elle avait des gros problèmes de dépression, entre autres. J'ai jamais eu une relation fusionnelle avec elle. Enfin voilà, j'ai été très très heureuse avec ma mémé, j'étais très fusionnelle avec elle. Et c'est là qu'on en arrive à l'adolescence et aux deux chocs que j'ai subis. En fait, quand j'avais 15 ans, elle nous a quittés. Elle avait déjà 79 ans. Premier choc émotionnel. Je me suis retrouvée seule avec mon père. Ça se passait bien. Il n'avait pas d'autorité. Donc je faisais un peu ce que je voulais. Moi, je m'entends très bien. Je me suis toujours très bien entendue avec mon père. Il n'y a pas de problème. C'est une personne d'une gentillesse exceptionnelle. Second choc émotionnel à l'âge de 19 ans. Mon père a été obligé de vendre la maison, là où on habitait. Donc lui, il est reparti chez ma mère. Ils étaient divorcés, hein, mais pour pas se retrouver dehors, il a accepté de retourner chez elle. Moi non, j'ai préféré être dehors. Donc c'est là qu'a commencé des années de marginalité. Ça a été une des périodes les plus horribles de ma vie. À 19 ans, je me suis retrouvée dehors avec une fille de 19 ans dehors avec tout son lot de voilà, mauvaise fréquentation, alcool et j'en passe. C'était. Donc voilà. Donc je naviguais un peu à droite à gauche. Et à 20 ans, je suis tombée enceinte. Donc de Mathieu, mon grand de 17 ans maintenant. Alors, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je vous explique juste un petit peu. C'était un choix. Un choix parce que je me suis dit, si j'ai un enfant, un choix égoïste, je pense. Si j'ai un enfant, ma vie ira mieux. J'aurai un logement, j'aurai un petit être à aimer, je serai heureuse. Mathieu n'a pas de père. Son père a été une relation qui a duré 1 mois et demi. Quand il m'a quittée, je lui avais même pas encore dit que j'étais enceinte. Quand je lui ai dit, il s'en fichait totalement. Ensuite, il s'est retrouvé en prison. Il avait une nouvelle copine. Enfin bref. Ma grossesse s'est très bien passée. J'ai toujours aimé être enceinte. Toutes mes grossesses ont été des purs bonheurs. J'ai fait le choix de repartir chez ma mère, même si j'en avais pas envie, pour avoir une stabilité de vie pendant ma grossesse. Vers la fin de ma grossesse, j'ai trouvé un appartement. Ça aurait pu être du bonheur. Malheureusement, quand j'ai accouché, j'ai fait un rejet. Un rejet total de mon enfant. Pour certains, ça semble incompréhensible et pourtant ça arrive. Ça n'arrive pas qu'à moi, mais ça arrive.
alors que j'étais heureuse. Je l'attendais impatiemment. Rejet. Donc, il a été en famille d'accueil. C'était pas un placement judiciaire, c'était une aide. Et moi, j'ai recommencé ma marginalité dans cet appartement. En fait, c'était un appartement de... Comment on pourrait dire? C'était la fête là-dedans, quoi. J'ai invité n'importe qui, alcool et tout. Enfin bref, voilà, c'est la vie que j'ai eue. Le passé, si je pouvais tout changer, je changerais tout, hein. Mais malheureusement, c'est pas possible. Euh, Sinon, comment dire que entre-temps, donc, j'ai vu des psychiatres qui m'ont diagnostiqué borderline. Borderline est une maladie psychiatrique. Je vais vous expliquer vite fait, mais après, si vous voulez, vous regardez sur Google. C'est un peu comme la bipolarité, mais c'est pas la même chose. La bipolarité, c'est vous avez des phases. Pendant plusieurs mois, vous allez être déprimé. Pendant plusieurs mois, vous allez être exalté. Borderline, c'est un peu la même chose, mais ça peut changer d'une minute à l'autre. Ça peut changer 10 fois par jour. Vous allez être bien. Et puis d'un coup, vous allez avoir un excès de colère qui m'a valu beaucoup de problèmes aussi avec la justice, malheureusement. Après, vous allez avoir un excès d'angoisse, de pleurs. Après, vous allez avoir un excès de le monde est à moi, tout va bien. Et puis encore un excès de colère. Moi, c'est la colère qui prédominait. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Euh, Paraît-il que cette maladie est due à un choc émotionnel. Donc oui, j'en ai eu 2 pendant mon adolescence. A aussi une partie de génétique. Hein. Ma mère est borderline aussi, entre autres. Donc je pense que ça a joué et je souhaite de tout mon cœur que mes enfants ne le soient pas, mais j'en doute parce que voilà, il y a quand même une grosse partie de génétique dedans, de passé, de... J'espère pour eux, j'espère vraiment de tout mon cœur. Parce que ça m'a brisé la vie. Cette maladie, depuis la fin de mon adolescence, m'a brisé la vie. Enfin, donc voilà, donc je n'ai pas accepté Mathieu, je n'ai jamais élevé Mathieu. C'est seulement maintenant, depuis quelques années, que je n'ai plus de colère. De colère. Bon, on en viendra après. Donc, l'accouchement, remarginalité, maladie borderline, bon, pires années de ma vie, quoi. Les pires années, on va dire, entre 2004 jusqu'à 2007, 2008, c'était catastrophique. En 2008, j'ai entrepris une formation d'aide aux jeunes travailleurs handicapés, qui m'a fait du bien. Bon, ça a duré au moins 1 an et demi, mais ça m'a fait du bien. J'ai commencé à me ressaisir un peu. En 2010, mon père a trouvé un appartement. Il l'a fait pour lui et pour moi, parce que moi, c'était plus possible dans cet appartement où j'étais toute seule et où j'avais du mal à gérer. Donc en 2010, je suis retournée habiter avec mon père dans son appartement. Ça commençait à aller mieux. Voilà. En 2012, j'ai rencontré mon mari. Tout a été très très vite. On s'est rencontrés le 29 mai 2012. Au mois de juillet, il venait vivre chez moi avec mon père. Au mois de octobre, je tombais enceinte de Kenzo. Au mois de décembre, on avait notre logement. 10 mois et demi après notre rencontre, on s'est mariés. Ensuite, Kenzo est né. 1 an après, Aaron. 1 an après, Mio. Voilà. C'était le bonheur, mais j'étais toujours très malade. J'avais toujours ces problèmes d'excès de colère,
ses excès. Voilà. Les grossesses, nickel. La naissance de Kenzo et Aaron, bah voilà. Kenzo et Aaron, je les ai aimés. Je les ai aimés dès le premier jour. Mes fils, j'avais peur. Je lui ai dit, en fait, à mon mari. Du jour où on s'est rencontrés, je lui ai dit que j'étais malade. Je lui ai dit ce que j'avais. Quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit que j'avais peur. Je voulais être enceinte, mais j'avais peur du risque de faire un rejet, comme j'avais fait malheureusement avec Mathieu. En fait, non. Non. Kenzo, je l'ai aimé dès le premier jour. Aaron, je l'ai aimé dès le premier jour. Et après, avec Mia, bah, malheureusement, ça a recommencé. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas. C'est horrible, hein, c'est horrible. Mais voilà, moi je vous parle à cœur ouvert. Voilà, certains vont me juger. Je vous raconte simplement ma vie. Voilà, sans chichi, Et voilà, donc on voulait avoir une fille, hein, parce que j'avais eu 3 garçons. On voulait vraiment avoir une fille. Et quand elle est née, bah, rejet. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. J'y arrivais pas. Bon, j'arrivais à m'en occuper physiquement, ce qui n'était pas le cas avec Mathieu. Mais j'arrivais à m'en occuper, j'arrivais à lui donner ses biberons, à changer ses couches, etc. Mais j'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il aurait fallu. Et ce problème étant que bah, notre couple s'est dégradé parce que lui... Là, ça devient sensible. Attendez, j'arrive. Donc, parce que lui ne comprenait pas que je rejette notre propre fille, alors qu'il était au courant que ça pouvait arriver. Mais il m'avait dit, bah, t'as pas rejeté les garçons, donc il n'y a plus de raison que tu rejettes un enfant. Et pourtant, ça a été le cas. Donc notre relation s'est beaucoup dégradée. Ensuite, bah, j'en suis arrivée à un stade où je n'y arrivais plus. Il m'a beaucoup aidé, hein. Il m'a énormément aidé. C'est lui qui s'occupait de la nuit pour que je puisse dormir, etc. Après, il faut aussi se dire, et ça, il y a des gens qui comprennent pas, que j'ai quand même eu 3 enfants en l'espace de 2 ans et 3 mois. C'était un choix, certes, mais c'est dur, c'est dur. 3 enfants en si peu de temps. Et j'ai toujours eu une grande bouche, malheureusement. Maintenant, je fais attention, hein. C'est pour ça que je fais aussi attention quand je vous parle, parce que je peux parler, comme je disais, à la terre entière. Un jour, j'ai dit à une assistante sociale, ce que je n'ai jamais fait, hein. J'ai envie de faire du mal à ma fille, j'en peux plus. Et là, bah, tout s'est enchaîné. Les assistantes sociales, les éducatrices, la justice. Et bien sûr, ils étaient au courant que j'avais déjà rejeté un enfant. Donc là, ça a été, j'étais la pestiférée. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils n'ont pas cherché à comprendre et en fait, bah, le 12 décembre 2017, au lieu de m'aider, en fait, ils m'ont... Voilà, j'ai dit cette chose, je n'allais pas le faire. C'est sorti de ma bouche parce que j'avais besoin d'aide. Je vais pas en vouloir à mon ex-mari parce qu'il m'a aidé. Le sujet de mon ex-mari est très sensible. Je vous expliquerai. Le 12 décembre 2017, rendez-vous chez le juge. J'y suis pas allée parce que j'étais pas en forme, parce qu'il y avait les enfants à s'occuper. Il y allait. Et la juge lui a dit, vous prenez vos enfants maintenant, tout de suite, et vous partez. C'est soit ça, soit on les place. Il n'a pas compris au début, il lui a dit, mais non, qu'est-ce que... La juge lui a répété, vous prenez vos enfants, vous partez tout de suite. Il est revenu, il a pris les enfants, il est parti. Et en
10 minutes de temps, j'avais tout perdu. C'est dur. Je voulais juste qu'on m'aide. En 10 minutes, j'avais plus de mari, j'avais plus d'enfants. Attendez, j'arrive. Je vous ai dit que cette vidéo allait être compliquée, mais je tenais à la faire. Donc voilà, toute seule. On avait une grande maison, donc j'ai dû trouver plus petit. Donc c'est là que, en février 2018, je me suis retrouvée ici, dans ce petit studio tout pourri. Mais il avait un jardin, et ça, c'était très important pour moi, pour mes animaux. À ce moment-là, j'avais 2 chiens, un chat. Bon, ça, vous savez, c'était Lucky. Pour ceux qui me suivent, c'était Lucky et Julie. Et le chat noir, Chimo. Donc, l'année 2018 a été une encore des pires de ma vie, parce que tout ça, ça m'a donné énormément de colère. De colère à faire des bêtises phénoménales. Je buvais jusqu'à n'en plus pouvoir. J'ai menacé mon mari avec un couteau et un marteau. Je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie. J'avais déjà eu des problèmes avec la justice quand j'étais plus jeune, mais j'avais jamais été en garde à vue. Et en juillet 2018, je me suis retrouvée en garde à vue. Bah, je peux vous dire que ça fait tout drôle. Et je pense que c'est le second choc émotionnel qui m'a remis à ma place. Parce qu'après la garde à vue, j'ai arrêté. J'ai arrêté toutes les bêtises. Ça m'a traumatisée. Je pensais pas un jour que ça m'arriverait de me retrouver comme ça. Non mais la garde à vue, c'est quelque chose de terrible. Hein. Alors heureusement, j'y suis pas. Ça s'est passé un soir. Dû à mes problèmes de santé, la nuit, je l'ai passé à l'hôpital. Et la journée en garde à vue. Et je suis sortie le soir, j'ai pas passé la nuit. Mais enfin. Et c'est à partir de là que vraiment ma colère est redescendue. Colère que j'avais depuis des années, depuis la fin de mon adolescence. Et voilà le choc qu'il m'a fallu pour commencer à aller mieux. J'ai plus vu mes enfants pendant 1 an et demi. À un moment, en 2019, je les ai vus, je sais pas, 5-6 fois à l'UDAF, c'est un service social. Je les voyais 1 heure, voire une 2e heure par mois, dans une salle, avec une éducatrice qui surveillait mes moindres faits et gestes. Ça a été très 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 dur, mais je voulais y aller pour montrer que jamais j'abandonnerai mes enfants, même ma fille que j'ai toujours eu du mal à aimer. Je voulais pas abandonner mes enfants. Donc j'avais plus aucune nouvelle par leur père. Je les voyais 1 ou 2 heures par mois à l'UDAF. J'appelais l'école pour avoir des nouvelles, j'appelais l'éducatrice pour avoir des nouvelles. Ça a été très dur, mais j'ai tenu le coup. Parce que ce choc de la garde à vue m'a remis les idées en place et j'ai tenu le coup. Et tout début 2020, leur père m'a appelé et il m'a dit « Écoute, je veux bien que tu reprennes contact avec les enfants. » Donc pendant les 6-7 premiers mois, donc de janvier 2020 à juillet, il me donnait quelques nouvelles par message, quelques photos. J'ai même eu quelques visios de mes enfants. En juillet 2020, il m'a dit tu peux les voir. Donc les premières fois, ils venaient et ils restaient. Je les voyais 1 heure, 2 heures. Quelques temps après, et pendant 1 an, donc on va dire août-septembre 2020 à juillet 2021, il me les laissait tous les samedis.
Voilà, je les avais la journée, je sais plus, il me les amenait vers 10-11 heures et il les reprenait vers 5 heures. Enfin, voilà, c'était génial. Et en fait, 1 an après, donc, ça a été par étapes, hein. En juillet 2021, il m'a dit: «Je vais te les laisser les week-ends». Donc j'avais mes enfants du vendredi soir au dimanche soir. Hem, il a vu que ça se passait très bien et depuis, j'ai mes enfants, presque tous les week-ends, à part quand ils ont des choses de prévues, plus, des grosses parties de vacances. Donc il va pas me les laisser un mois complet, par exemple, hein. Mais, bah, par exemple, là, aux vacances de février, la première semaine, ils vont au centre et la deuxième, je les ai bon, je pense, je vais les avoir du lundi au vendredi ou voilà. Maintenant, il me fait confiance par rapport aux enfants, enfin. Je suis très épanouie avec mes enfants, même si, bah, voilà, je m'occupe d'eux tous les 3 de la même façon, même si j'ai plus de difficultés au niveau relationnel avec Mia. Mais ça, après, elle manque de rien, hein. Voilà, je vais pas disserter là-dessus. Mais voilà, maintenant, j'ai toujours ce manque. Je, je ne fais pas le deuil de, de ma relation avec mon mari. Voilà, je vais vous le dire. Voilà. Certaines de mes connaissances seraient en colère que je dise ça. Je l'aime toujours, c'est tout. On s'était promis l'infini, bah pour moi l'infini, c'est malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui m'a fait vivre, hein, on va pas dire le contraire. Moi aussi, je lui en ai fait vivre, mais après, j'arrive pas à faire le deuil. C'est pour ça que ça fait bientôt 5 ans que je suis seule, que j'arrive pas à chercher quelqu'un d'autre. J'en suis incapable. Euh, je l'aime, malgré tout. Après, je me dis que c'est vraiment dommage, à bientôt 39 ans, que ma vie sentimentale, elle soit terminée. Je sais pas, je pense que, surtout que je vais mieux maintenant. Je suis toujours borderline, hein, mais j'arrive beaucoup, beaucoup plus à gérer mes émotions. Déjà, j'ai plus de colère. Et ça, c'est vraiment bien, parce que je fais pas semblant, hein. J'ai plus aucune colère en moi. Avant, rien m'énervait, même dans les magasins, tout ça, j'étais toujours agressive et tout. Et maintenant, la colère est vraiment partie. Tout ce qui me reste, c'est les angoisses. Ça, les angoisses, c'est terrible. Mais je suis incapable de refaire ma vie et ça m'embête vraiment parce que, voilà, je mérite pas de rester toute seule. Mais je suis encore en train de l'attendre. Attendre quelque chose qui n'arrivera probablement jamais. Ah là là, je vous en dis des choses, hein. Sinon, pour répondre à quelques questions sur le présent, donc maintenant, début 2023 déjà. Les années, elles passent à une vitesse. Euh, donc, depuis 2018, j'habite dans ce studio qui est comme il est. Comment dire que oui, je cherche un logement social. Je suis inscrite au logement social depuis 2011, quand je vivais avec mon père, avant même de rencontrer mon mari. Jamais une proposition. Quand j'étais seule, quand j'avais 1, 2, 3 enfants, jamais une proposition. J'écris régulièrement au directeur du SIGH, c'est SIGH ici. Oui, oui. Après, j'exige un jardin, même petit, une terrasse, une cour, un truc où Julie pourra s'allonger, pourra aller faire ses besoins. Voilà, je peux me permettre d'exiger après 12 ans de recherche. Mais il n'y a rien, parce qu'en fait, au niveau de la justice, je n'ai aucun droit de garde officiel sur mes enfants. C'est leur père qui a la garde exclusive. On n'est pas divorcés encore, parce que j'ai refusé le divorce, tout simplement. Et je veux même pas en parler. Je ne veux pas divorcer. Enfin bref. Pour la loi, je suis considérée seule, même si j'ai mes enfants une bonne partie du temps.
Donc, je n'ai pas droit à un logement social comme je le voudrais. J'ai demandé de l'aide à la mairie, même réponse. J'ai demandé de l'aide à une assistante sociale qui m'a bien aidée. On a été jusque tribunal administratif de Lille pour, pour que je puisse être prioritaire pour un logement. Bah, refusé. Donc j'ai vraiment plus aucune solution d'aide pour trouver un logement plus grand. Pour moi toute seule, c'est parfait, hein, avec le jardin et tout. Mais les enfants grandissent. Ils vont avoir besoin de place, d'intimité. Il n'y a aucune intimité ici, parce que c'est un studio, une mezzanine ouverte et une mini salle de bain. Donc, tu veux de l'intimité, tu t'enfermes dans la petite salle de bain de, je sais pas, de 2 mètres sur 2 mètres. Donc, je sais pas, là, j'ai pas relancé encore, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, toutes les augmentations, les finances, voilà, là, je suis à 450 € charges comprises. Il faudrait que je trouve pareil. Alors déjà, en charge comprise, il n'y a pas de logement, hein, tout est à part. Et quand je vois, par exemple, mon père qui me dit, je veux pas mettre le chauffage parce que ça va coûter trop cher, tant pis, j'ai froid, ça fait peur, quoi. Et là, quand je vois avec la nourriture et tout, mais ce mois-ci, j'ai presque plus de sous. Il me reste le minimum pour acheter à manger, alors que j'ai pas fait d'excès. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est du travail, non, je ne travaille pas. Euh, je n'ai jamais vraiment travaillé, en fait. J'ai eu un bac, j'ai quand même eu mon bac. STT Commerce, ça n'existe plus. C'était en 2003. Et c'est après que ma vie, elle a commencé à partir. Donc, mon bac ne m'a jamais servi à rien. J'ai déjà travaillé un petit peu, faire des ménages, tout ça. J'avais fait en 2010, 11, j'avais fait un CAE de 6 mois à la mairie en ménage. Mais le souci est que je suis pas en état. En fait, cette fichue maladie psychiatrique a aussi des effets sur le corps. Euh, bon, c'est pas que ça, mais les migraines, la fatigue, enfin, je saurais pas vous expliquer. J'ai jamais vraiment travaillé dans ma vie parce que c'est pas un choix, hein, c'est pas de la fainéantise. C'est juste que j'y arrive pas. Euh, Parfois, je vous dis, je vais travailler, oui. J'aide une dame. Hum, je lui fais son ménage. Je m'occupe un peu parfois de ses chiens. 2 heures, 2 heures par semaine, quoi. C'est mon petit travail à moi. Ça fait du bien, hein. Mais non, je ne travaille pas. Je suis reconnue travailleur handicapé. Voilà. Après, bah voilà. Voilà la petite histoire de ma vie. Alors, ça va sûrement choquer certaines personnes à certaines choses que j'ai pu dire, mais je le dis en toute transparence. Maintenant, ça va, j'arrive à gérer, je n'ai plus de colère. Il n'y a que les angoisses qui sont compliquées à gérer. Petite parenthèse, j'ai la phobie des araignées. Mais non, mais je vous jure que c'est une horreur, cette phobie. Parce que, bon, les toutes petites ou quoi, ça va. Pourquoi je vous parle de ça? Depuis très longtemps. S'il y a une araignée, je fais une crise de panique. J'ai mes petites bombes, j'en ai 2 en haut, une en bas. Mais je peux pas, je peux pas. J'ai déjà fait des crises de panique phénoménales. J'en parle plus, voilà, vous le savez. Donc voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je sais que certaines personnes avaient envie de connaître un petit peu. J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. J'espère que j'aurai pas trop de mauvais commentaires parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'expliquer un petit peu que, voilà, on a beau parler sur les réseaux, la vie, c'est pas tout beau, tout rose. On peut avoir d'énormes problèmes. On essaye de les surmonter. Voilà. Donc, bah, je vais vous laisser ici.
Et si je... Comment dire? En dehors de mes vlogs semaine, je sais pas trop quoi vous faire. J'aimerais bien faire plus de vidéos, mais qu'est-ce qui vous intéresserait? N'hésitez pas à me dire. J'ai pas une vie palpitante, hein, mais qu'est-ce que vous voudriez que je vous montre? De quoi voudriez-vous que je vous parle? Parce que moi, ça me fait du bien de faire des vidéos. Donc n'hésitez pas. Et puis bah voilà, je pense que j'ai dit assez de choses. Donc je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et je vais vous dire à très bientôt.